Bonsoir Michel-Édouard Leclerc. Bonsoir Benjamin. Merci d'être avec nous ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche, président du comité stratégique des centres Leclerc. On a envie de vous entendre dans un moment de grande incertitude sur les conséquences des choix de Donald Trump sur notre quotidien, inflation, pouvoir d'achat, prix de l'essence, emploi. On va rentrer dans le détail avec vous dans un instant. On parlera aussi du mur budgétaire à venir, puisque ce midi, sur BFM TV, le ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, a parlé de 40 milliards d'euros d'économies à trouver. Mais d'abord, Michel-Édouard Leclerc, vous aviez dit votre inquiétude après la mise en place des droits de douane par les États-Unis. Maintenant qu'une pause de 90 jours a été décidée, est-ce que vous êtes soulagé? Non, non. Ah bon? Je pense qu'on rentre dans une grande période d'incertitude. Alors, personnellement, psychologiquement, je suis pour transformer tous les obstacles en challenge, en défi. Et je pense qu'on a les capacités de résister à la tornade. On va en reparler. Mais c'est vrai que cette espèce de yo-yo d'un président super élu, hein, on n'oublie pas, faut pas l'oublier, il a une base populaire très forte, c'est son deuxième mandat. On a l'impression comme ça qu'il nous joue les Berlusconi, qu'il nous joue un film, mais on n'est pas chez Tarantino, on n'est pas chez Coppola. C'est un pays derrière avec une administration. Et aussi bien d'ailleurs, on regarde l'aspect fric, douane, tarifs, mais sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, il chamboule tout. Donc tout ça, c'est comme pas de soulagement, même si ce moratoire a été non, décidé. vous savez, c'est comme un Rubik's Cube. Hein, pour arriver à la bonne face, il est en train d'envoyer des impulsions tout azimut. Ça va être vachement dur avec nos partenaires commerciaux et même en France, industrie, commerce, emploi, pouvoir d'achat, ça va être vachement dur de régler ça, mais on va le faire. Ouais. Et on va bien sûr rentrer dans le détail des conséquences très concrètes de ce qui est décidé dans le bureau ovale sur notre économie. Mais juste, Michel-Édouard Leclerc, parce que c'est l'expression que vous avez utilisée et elle m'a frappé, vous avez dit qu'on était en train de vivre un changement de monde et qu'on en avait pour 10 ans. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ça, très concrètement? Ça veut dire que c'est la fin de la mondialisation telle qu'on l'a connue? Pourquoi pour 10 ans? Enfin, ces 10 ans, j'ai utilisé la même séquence que Jacques Attali, que j'aime bien lire dans l'Express ou ailleurs. Ça veut dire que ça va être long, d'accord? Parce que au temps des médias et au temps du show mené par Trump et son équipe, on a l'impression qu'il se passe quelque chose tous les jours. Dans la réalité, il renverse la table. En fait, il va y avoir plusieurs tables. Bon, d'abord, pour les Américains eux-mêmes, les droits de douane, c'est concret, c'est des taxes. C'est toujours le consommateur qui paye les taxes. Hein. Et en premier, le consommateur américain. Et ça va être les consommateurs américains qui vont être tapés. Ça, c'est clair. La deuxième chose, c'est que comme il fait des allers-retours, eh ben, il y a une manque de confiance aussi sur sa politique. Donc, le cours de bourse. En France, le cours de bourse, on dit c'est pour les riches, c'est pour les placements. Pour les Américains qui n'ont pas de sécurité sociale, qui n'ont pas de régime de retraite comme les nôtres, beaucoup d'Américains ont des actions, ont des obligations. Donc, c'est encore une deuxième atteinte au pouvoir d'achat des Américains, là, ce jeu de yo-yo. En tout cas, c'est une incertitude. Donc, il y aura de l'inflation là-bas. Il y aura aux États-Unis 4-5% d'inflation dans l'année. Mais si ça va pas bien là-bas, on a bien vu aussi, il a lancé ses boulets vers l'Est, vers l'Europe, vers l'Indo-Pacifique. Et tout ça, ça va avoir des répercussions sur nous. Donc moi, ma légitimité, je suis vendeur-acheteur. Mon métier, c'est distributeur. Mais en même temps, bon, j'ai un peu de bouteille, donc j'ai vécu des crises. J'essaye de regarder pour les centres Leclerc. Mais celle-là, elle vous paraît pire que les autres que vous avez vécues? Elle est moins franche, elle est incertaine. Et donc, je suis assez d'accord. Je suis même plutôt d'accord avec le mot du président de la République quand il dit aussi bien aux gouvernants européens, quand il demande aux gouvernants européens ou aux patrons français de faire nation, d'être cohésion, de ne pas jouer solo. Je crois que ça, c'est très important parce que l'équipe de Trump aime bien foutre la merde, diviser les gens et tout ça. Donc, il faut qu'on joue la cohésion nationale. Et puis, il faut que tout de suite, on se mette à la recherche d'autres alliances bilatérales, multilatérales, d'autres débouchés, d'autres garanties d'approvisionnement. La souveraineté, c'est pas d'être tout seul. La souveraineté, la maîtrise, l'indépendance, c'est de re-regarder ces 10 dernières années pour s'apercevoir qu'au fond, ce que fait Trump, c'était déjà un peu en place avec Obama et que maintenant,
faut peut-être sortir de notre naïveté diplomatique. Et on va parler des réponses possibles dans un instant, Michel-Édouard Leclerc, mais juste avant, pour là encore planter le décor, puisque j'ai coutume de vous poser cette question quand je vous reçois. Vous êtes, avec vos magasins, une forme de thermomètre, de baromètre de l'état d'esprit des Français. Là, ce que vous constatez depuis ce tourbillon économique, c'est quoi? C'est de l'inquiétude? C'est une forme d'attentisme dans vos magasins? Alors, en France, la consommation aujourd'hui est assez attentiste. Elle n'est pas attentiste à cause de ce qui se passe aux États-Unis. Elle est attentiste parce que ça fait 4-5 ans, on en reparlera tout à l'heure avec les effets d'annonce budgétaires, ça fait 4-5 ans qu'on fait vivre les consommateurs, les travailleurs, les retraités français sous le stress, hein, entre la guerre en Ukraine, les phases du Covid, le confinement, le débat sur les retraites. Enfin, je pense que une partie de j'allais dire la classe politique, je ne veux pas nourrir cette expression, mais une partie de nos amis politiques ne se rendent pas compte que le discours politique aujourd'hui est hyper stressant, quoi. Parfois le vôtre aussi, Michel-Édouard Leclerc, quand vous dites l'inflation structurelle, on va en avoir pour 10 ans, c'est pas toujours très rassurant. Oui, mais je me pose en acteur contre. Vous voyez, c'est quand je définis une cible, c'est pour y aller. Moi, j'ai pas l'intention... J'ai l'intention d'aider les consommateurs français. Mes collègues de la distribution, mes concurrents, on est en phase de rechercher la manière dont on va pouvoir protéger les consommateurs français. Par exemple, on va travailler sur une relation avec nos producteurs, les premiers touchés par les droits de douane aux États-Unis. On va travailler avec eux d'une manière beaucoup plus sereine, avec discernement. Toutes les petites PME françaises là, qui vendent du fromage, qui vendent du vin, bien sûr du cognac et tout ça, on n'est pas capable d'assurer des débouchés alternatifs. Mais on va regarder l'économie générale dans laquelle elles doivent produire, leur situation financière. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire comment est-ce que vous pouvez les aider? Aider, c'est producteurs qui fonctionnent beaucoup à l'export et qui craignent de ne plus pouvoir exporter vers les États-Unis. Qu'est-ce que vous pouvez faire? On n'est pas capable de remplacer les acheteurs de cognac chinois ou américains. Mais vous voyez, on a une vraie expérience, et je ne parle pas dans le vide. Pendant le Covid, il n'y avait pas d'exportation de l'agriculture française. Et la restauration était fermée. La distribution française, les Leclerc, les Intermarchés, les Carrefour, les Lidl, on a écoulé l'ensemble des produits français. Il y a eu un peu de stock, mais on a trouvé, avec les syndicats agricoles, avec les producteurs, on a trouvé une manière de faire nation, de travailler pour nos terroirs. Moi, c'est ce que je veux faire. Donc c'est ce que vous allez faire là, et c'est ce qu'on va faire. Aussi pour les protéger. Je m'engage, je dis que nous, il y a des discours patronaux qui sont sans arrêt sur les charges, qui sont très corporatistes et tout. Ils font sens. Mais là, aujourd'hui, on doit dire aux Français qui vivent en Bretagne, en Alsace et tout, qu'on va travailler avec les producteurs locaux et qu'on va essayer de parer à la crise. Hein. Parmi les craintes de ces producteurs, il y a cette idée que les droits de douane entre les États-Unis et la Chine aboutiraient à ce que la marchandise chinoise, asiatique, se déverse sur le marché européen. Là, concrètement, le regard du chef d'entreprise sur cette inquiétude, est-ce qu'elle est légitime? Et si oui, au fond, on a un peu parfois du mal à toucher du doigt l'aspect concret de ce que signifient des marchandises chinoises et asiatiques qui se déverseraient sur le marché européen. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les Américains se font taper. Hein, ils vont avoir des droits de douane. Ça va leur coûter plus cher. Je parle des consommateurs. Ils vont avoir de l'inflation, sauf sur les carburants. On en reparlera. Et on va en parler tout à l'heure. Mais il y aura une inflation. Les droits de douane, ça se paye. C'est toujours le consommateur qui paye. Nous, avant qu'on ne négocie, et pendant la période là maintenant, où il n'y a pas de nouvelles taxes sur les produits chinois, là, effectivement, je peux vous dire qu'en ce moment, tous les traders chinois, qui achètent chinois, qui achètent coréens, vietnamiens, mais même l'Eurasie, même la Turquie, tous essayent de caser sur l'Europe avant qu'on négocie de nouvelles taxes. Et donc, c'est sûr, on parle dans les journaux des plateformes comme Temu, comme Shine, mais je peux, bien sûr, et tant mieux pour les consommateurs français. Parce que ça veut dire que les prix vont baisser. De ce côté-là, pendant 5-6 mois, il va y avoir des effets d'aubaine. Et je le dis aux consommateurs, saisissez-les, n'ayez pas de culpabilité. Dans quel secteur, par exemple? Vêtements, petit bricolage, multimédia. Ce qu'a fait Trump, ça va se retourner contre les contre Microsoft, Apple et tout ça. Vous allez voir, Samsung. Mais aujourd'hui, là, sur le flanc Est, il y a des produits qui vont arriver d'Asie très vite.
Il y a plein de traders qui essayent de les fourguer. Des traders, c'est des commerçants qui revendent. Hein. Et moi, je dis aux consommateurs français, regardez chez Action, regardez chez Leclerc, regardez chez Carrefour. C'est paradoxal, Michel Leclerc. Il y a quelques minutes... Ça va pas durer. Non, mais il y a quelques minutes, vous nous dites qu'il faut aider les producteurs qui sont en difficulté. Et là, vous dites aux consommateurs, allez-y, profitez-en, même si c'est made in China et que ça coûte pas cher. Non, c'est un seul discours. Moi, je suis du côté du consommateur. Là, d'accord. Là, inflation aux États-Unis, des opportunités, des aubaines, pas longtemps en France. Après, évidemment, il ne faudrait pas que ça dure, parce que ce flux, s'il n'est pas contrecarré par des accords avec la Chine, ça va foutre en l'air notre industrie du jouet, ça va foutre en l'air notre industrie du vêtement. Et là, c'est des emplois qui sont menacés. Mais vous voyez, j'insiste là-dessus, parce que sur Google et partout, tout le monde reprend des propos, mais il y a deux tempos. Vous me posez la question de l'effet immédiat, inflation aux États-Unis, possible effet d'aubaine en Europe. Mais 4-5 mois après, tout le monde est à la table en train d'éviter que ça se prolonge. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après ? C'est des grandes négos qui vont s'ajuster et on va trouver des collaborations, des nouveaux débouchés. Il va y avoir des nouveaux accords. Et donc là, ça va durer très longtemps. Vous avez bien vu que quand Trump a mis des droits de douane très élevés sur les voitures chinoises, elles n'ont pas mis 2 ans pour arriver en Europe et casser nos chaînes de fabrication, le prix de nos chaînes de fabrication. Donc, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Effet d'aubaine, là, juste. Mais justement, Michel Leclerc, après, ça va être l'inflation. Pour revenir sur cet effet d'aubaine et sur les secteurs que cela pourrait concerner, je vous ai vu, par exemple, sur vos réseaux sociaux, évoquer la papeterie. Ça veut dire que prochaine rentrée des classes, septembre 2025, grâce aux droits de douane entre les États-Unis et la Chine, les parents d'élèves vont payer moins cher les cahiers pour les écoliers. Du point de vue du consommateur, j'ai envie de vous dire oui, mais à Bercy, il y a forcément quelqu'un qui a dit « Oh là là, grosse connerie, il faut mettre les droits de douane avant. Voilà. Donc c'est ce qui va se passer. Je suis pragmatique. Il y a effectivement les impacts du côté du consommateur, mais du côté des producteurs. Est-ce qu'il faut craindre des vagues de licenciements si, de fait, de la marchandise chinoise arrive sur le sol français, sur le sol européen, et que les productions françaises ne peuvent pas tenir la distance face à ce qui est une forme de concurrence déloyale? Alors, si ça vient comme ça vient maintenant, non. Mais à partir du moment où la Chine perd tout son marché américain, si Trump tient son discours, parce qu'on ne sait pas, hein, ça paraît tellement délirant, alors évidemment, notre industrie européenne, du vêtement, du bricolage, elle est menacée. Mais le paradoxe, c'est que l'industrie américaine aussi est menacée, parce qu'elle est interdépendante, elle est très dépendante de ce qui se produit à Taïwan, ce qui se produit en Chine, etc. Donc c'est pour ça que on ne peut pas tirer des plans sur la comète pendant longtemps. Je pense que ça va aussi être visité, ça, ces droits sur la Chine. Mais c'est vrai, il faut s'armer. Et du coup, de ce point de vue... Et donc s'armer, ça veut dire que vous demandez aux autorités de protéger les producteurs français et européens face à ces marchandises chinoises, c'est-à-dire mettre des droits de douane, si nécessaire, protéger un certain nombre de filières qui sont en difficulté. Protéger ou pouvoir exporter aussi. Parce qu'en Chine, on ne peut pas exporter. En Inde, c'est difficile d'exporter. Là, on se targue d'avoir vendu 25 nouveaux Rafales de chez Dassault. Mais c'est dur de pénétrer le marché indien. Je ne sais même pas s'il y a un distributeur français type Carrefour, Casino, Auchan en Inde. C'est un marché aussi. Donc, il ne suffit pas simplement d'avoir des protections. Il faut aussi aller chercher des débouchés pour nos entreprises. Vous voyez, il faut être offensif. Et donc, mon discours, il n'est pas que le discours de la guerre, la ligne Maginot et tout. Non, il faut revisiter notre manière de voir. Et alors, dans une France qui cultive volontiers le mépris du commerce et l'élitisme industrialiste, il est temps de redevenir commerçant, quoi. Ça, c'est important. Ça, c'est ce qu'on appelle un plaidoyer pro domo. Ouais. J'y crois. Parce que toute ma vie, j'ai entendu des hommes politiques qui disent que le commerce, c'est qu'un parasite, c'est un pompeur de valeur ajoutée. Quand vous discutez de tous les débats sur les lois agricoles, c'est comme ça. Alors qu'en fait, la force aujourd'hui des Chinois, c'est qu'ils sont super bons dans le commerce. La force des Japonais, c'est qu'ils sont super bons dans le commerce. Juste un mot, Michel Leclerc, avant de parler des perspectives d'inflation, puisqu'effectivement, vous êtes souvent vu comme une sorte de piti, on peut dire oracle ou piti sur les chiffres de l'augmentation des prix. Est-ce qu'il faut s'attendre dans les semaines, mois qui viennent, à ce que les consommateurs qui vont faire leurs courses chez Leclerc voient de plus en plus de produits chinois dans les rayons? Non. Vous en vendez déjà Ouais. Sur le non-alimentaire, il y a énormément... Il y a tout un pan de l'industrie française qui s'est délocalisé dans les années 80.
au siècle dernier, pour vous, hein, dans les années 90. Et donc ça existe. Mais non, je Il n'y en pense aura pas que plus. non. Pour, là encore, essayer de comprendre... Alors j'insiste, il Ouais. y a une parenthèse là-dedans, c'est que Trump, qui réfutait un peu la COP 21, qui faisait un délire anti-écologiste, etc. Il s'était mis à revisiter une perspective positive pour le pétrole, pas le charbon, mais pour le pétrole. Et en fait, ce qu'il est en train de faire, avec cette espèce d'incertitude, c'est de créer un risque de récession. Et donc, du coup, les cours du pétrole, aujourd'hui, sont à la baisse. Récession en Chine, la Chine est gros acheteur, en tout cas, moindre croissance en Chine, elle fait baisser les cours. Les Américains, il avait dit cette expression drill, drill, drill. Ce qui voulait dire forêt. Mais en dessous de $80 le baril, ça vaut pas, c'est pas rentable. Ouais. Et puis, il se trouve que les producteurs, les producteurs de l'OPEP, eux, ils sont partis pour produire plus, pour reprendre des parts de marché. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour nos consommateurs. Et vous faites un bon teasing pour pour le prix à la pompe. On va en parler dans un tout petit instant. Mais juste avant, là encore, sur les questions d'inflation. Et vous avez commencé à répondre en expliquant qu'il pouvait y avoir deux phases. Mais c'est vrai que cette semaine, on a été étonnés, puisque on vous a entendu, c'était au micro d'Apolline de Malherbe cette semaine, dire inflation structurelle. Et dans le même temps, on a Patrick Martin, le président du MEDEF, qui dit, lui, risque de déflation, c'est-à-dire de baisse des prix. Qui faut croire? Non, mais c'est parce que vous prenez des phrases, il faut les remettre dans leur tempo. Là, tout de suite, c'est inflation aux États-Unis, baisse de prix en France. D'accord? Ou en tout cas, des bons coups. Après, évidemment, on va prendre des mesures pour protéger notre industrie. Relocaliser l'industrie, produire français, produire au coût de production français, comme le dit par exemple le patron de Michelin, ça coûte forcément plus cher. Et en plus, on ne relocalise pas une industrie qui était en Chine, en France. Sans que les prix augmentent. Il y a des permis de construire, il faut refaire la loi sur les sols, il faut trouver des bassins d'emploi experts, qualifiés, il faut former. Donc c'est pour ça que je dis décennie. Ça peut peut-être se faire en économie de guerre en 5 ans. Je ne sais pas, les Américains, ils ont fait des bateaux en 2 ans pour le débarquement. Mais honnêtement, sur le fond, c'est Jacques Attali qui a raison, on va vers une inflation ça fait 2 fois structurelle. Que vous citez Jacques Attali, c'est ça? Ouais, il est bon. Et en fait, moi j'aime bien étayer l'observation sur le terrain par... comment il s'appelle enfin, peu importe. La plupart des économistes disent que sur le long terme, c'est plutôt de l'inflation. C'est plutôt de l'inflation structurelle. Voilà. Alors là encore, pour essayer de comprendre, si dans un premier temps il peut y avoir effectivement des baisses de prix compte tenu des produits chinois qui arrivent sur le marché, si on retrouve de l'inflation, quel type d'inflation? Est-ce que ça peut être de l'hyperinflation comme ce qu'on a vécu il y a quelques années et qui a traumatisé le consommateur français à raison? Et surtout, sur quel type de produits, concrètement dans les rayons d'un centre Leclerc, quels produits ont vocation à augmenter compte tenu de ce tourbillon économique qu'on est en train de vivre? Eh bien voilà, c'est là où j'exprime ma mission. Je suis désolé, il y aura toujours des types pour dire qu'il fait sa pub et tout. Mais moi, j'ai ça dans mon observatoire, dans mon histoire. C'est au moment où justement... du fait de produire plus vertueux sur le plan alimentaire, plus écologique, décarboné, relocalisé, ça coûte forcément plus cher qu'avant. Et c'est à ce moment-là qu'on doit rendre tout ça accessible. Parce qu'il ne suffit pas de produire, il faut que ça se vende. Et moi, ma mission, justement, c'est dans un moment où je sens que tout ça va se faire, et il faut que ça se fasse, relocaliser, réindustrialiser, redevenir combattant, faire de Made in France. Ben oui. Donc vous allez quoi, lancer une sorte d'appel aux consommateurs? Non, il faut acheter français, même si ça coûte plus cher? Non, ce que je veux dire, c'est que c'est du travail de tous les jours, ça va être du travail dans la durée, mais comme pour que ce soit pas que les happy few, que les gens qui ont de l'argent qui puissent acheter cette nouvelle économie, c'est aussi, pour moi, à 73 ans, une revisitation de ma mission, de mes projets. Il faut que tout ça, ça reste accessible pour les consommateurs. Mais vous voyez bien, Michel Leclerc, que la question qui se pose effectivement, c'est comment vont réagir les distributeurs face à cette inflation structurelle. Est-ce que vous vous engagez à ce que dans vos magasins, compte tenu de la concurrence internationale qui va être importante, à dire, moi, je vais faire en sorte que les prix n'augmentent pas ou pas trop sur les produits français et les produits européens? Je vais tout faire pour ça. Et parce que je vais tout faire pour ça, je suis sûr que mes compétiteurs, qui n'ont pas envie de me laisser tout seul, qui n'ont pas envie de laisser Leclerc tout seul sur le court de tennis, eh ben, ils vont venir aussi. Je pense que je peux vous dire que vous recevez de temps en temps Thierry Cotillard d'Intermarché. C'est plus le bureau de Lidl, mais Lidl est toujours là. Système U.
partout où nous sommes, et en compétition, et dans une compétition loyale, nous sommes des boucliers à l'inflation, face à l'inflation. Mais simplement, parce que c'est vrai qu'on dit parfois, voilà, inflation structurelle, il faut expliquer ce que ça veut dire pour les gens. Ça veut dire hausse des prix, pas seulement sur un moment, conjoncturel, structurel, sur le long terme. C'est quoi? C'est 4%, 5% d'inflation? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une hausse des prix importante. Écoutez, décarboner, c'est-à-dire éviter de rejeter dans la nature des trucs, ça coûte plus cher. Relocaliser, c'est-à-dire passer du salaire chinois au turc ou Bangladesh au salaire français, ça coûte plus cher. Payer des taxes, alors que là-bas, ça n'en paye pas, ça coûte plus cher. Donc, peu importe le taux, c'est différent par secteur d'activité. Une politique de réindustrialisation telle que souhaitée par l'ensemble des Français, et en tout cas portée par le gouvernement aujourd'hui, par le président, par les Européens, par les Allemands, une politique de réindustrialisation. On parle de remettre 500 milliards, rapport l'État, rapport Drahi, dans cette réindustrialisation. Draghi, Forcément, oui, Drahi, c'est vous. C'était nous avant. Vous, mais ouais. Voilà. Et donc, c'était beaucoup de dettes. Et donc, on peut faire quelques jokes de temps en temps. Et donc, oui, ça coûte des sous. Et c'est à nous, toute la filière, du producteur au distributeur, de faire en sorte que ça reste accessible aux consommateurs. Parce qu'un prix, ça ne rémunère que si c'est vendu. C'est un truc... Moi, je ne répète que ça. Ouais. Décider de prix agricole, de prix de l'acier, si c'est pas vendu, ça fait pas une rémunération pour le producteur. Mais donc, au fond, Michel-Édouard Leclerc, vous lancez ce soir une sorte d'appel qui vous concerne, vous, les magasins Leclerc, mais aussi les autres distributeurs, de tout faire pour essayer non seulement de soutenir les filières françaises, européennes face à la concurrence chinoise, mais que les prix n'augmentent pas trop. C'est une sorte d'appel patriotique pour aider le consommateur français? J'ai surtout un appel que j'aimerais faire. Il y a en France, ici, 4700 entreprises américaines, sous licence américaine, qui s'appellent McDo, qui s'appellent Coca-Cola, qui font du Ariel, des chips, qui font des ascenseurs Otis. Ils ne sont pas importateurs. Ils sont venus investir ici. C'est bien, c'est des nôtres, et nous, on les aime, d'accord? On les fréquente. Et justement, il faut que ces entrepreneurs américains-là, ces entrepreneurs qui travaillent pour les boîtes américaines, ils téléphonent au Congrès américain, qui téléphonent aux républicains. Pour vous surestimez légèrement leur capacité à faire changer d'avis de Donald Trump. Non. Moi, je crois que le monde du business n'intervient pas assez. Des gens comme Trump ou Vance ou Musk sont des gens qui sont très sensibles au monde du business. Il y a 450 000 emplois en France grâce aux entreprises américaines en France. On aime l'Amérique. Il faut que ces Américains qui sentent qu'on les aime téléphonent aux républicains du Congrès pour dire à Trump: arrêtez de dire votre haine de l'Europe, de régler votre haine de vos problèmes avec l'Europe. Nous avons à faire mieux avec l'Europe que de les taxer. Et ça, vous voyez, ça aidera nos viticulteurs. Le message est passé. Juste un mot, Michel-Édouard Leclerc, parce qu'on parle de cette augmentation des prix à moyen terme, mais je voudrais parler aussi de ce qui se passe en ce moment dans vos rayons. J'ai trouvé ce graphique sur le site internet d'un des grands spécialistes français de la consommation, des distributeurs, qui s'appelle Olivier Dauvert. Et regardez ce graphique voilà, avec une progression entre le 27 janvier et le 7 avril. Et voilà ce qu'il montre, le petit caddie, augmentation, plus 0,7%, plus 1,6%, plus 2%. Ça veut dire qu'en ce moment même, les prix augmentent. Non, c'est un groupe d'articles, ça, qu'il prend Olivier. Qui est représentatif d'un sorte de panier. D'un caddie. Et dans cette période, vous savez, il y a eu les négociations commerciales à la fin de l'année. Donc c'est maintenant que les fournisseurs nous passent leur hausse tarifaire. Et il y en a qui sont énormes. Alors je vais vous faire sans doute un petit lien aussi. Par exemple, sur le chocolat, le prix du chocolat a augmenté de 65%. Donc, il y a des objets comme ça, des produits qui augmentent énormément. Mais aujourd'hui, si vous prenez l'ensemble de ce que vend, allez, je ne vais pas parler d'un Leclerc, d'un Carrefour, on est plutôt en légère baisse tarifaire. Sur le chocolat, ça veut dire que là, on va vers Pâques. Ceux qui nous regardent ce soir, les parents qui vont acheter pas que les parents d'ailleurs, des œufs ou des poules en chocolat, ça va être plus cher que l'année dernière. J'en mange moins. Ah bon. Mais ouais, je me surveille. Mais oui, c'est la hausse des prix comme ça. Sur le café aussi, normalement, il devrait y avoir des hausses. Comme promis, Michel-Édouard Leclerc, sujet qui concerne évidemment beaucoup sans doute de ceux qui nous regardent, le prix du pétrole. Il est aujourd'hui, j'ai vérifié tout à l'heure, légèrement au-dessus de $60, après avoir beaucoup baissé. Est-ce que cette baisse se voit déjà à la pompe, et notamment dans les centres Leclerc? Est-ce que ça se voit, cette baisse? Oui. Alors,
Sur les réseaux sociaux, quand je la commente, je vois y compris mes abonnés, donc c'est pas des gens qui haranguent, qui évidemment regrettent le temps où c'était vraiment pas cher. Ça, c'est les pollens de Bretagne. C'est la période aussi, c'est les œufs de Pâques. Et vous m'avez fait pollen. revenir de mon Landerneau. J'étais bien là-bas, il y avait de l'iode, mais là, c'est un peu... Pardon. Hein. Mais oui, je pense qu'on a 2 à 3 mois d'accalmie sur le marché des carburants. Je vous rappelle que le pétrole brut, aujourd'hui, est aux alentours de 65 € le baril. Ça peut même descendre à 50. D'une tonne de pétrole brut, on ne fait pas forcément du gasoil pas cher. Est-ce que, par exemple, le litre d'essence à 1,50 €, c'est une perspective qui est réaliste? Ouais, on n'est pas très loin. Sur le gasoil, on n'est pas très loin. Je vois 1,58 là sur. Donc 1,50 €, c'est une perspective possible dans les 2-3 mois qui viennent. Ouais, mais vous savez, ça fait ça, quoi. Hein. Et je pense qu'on va rester à ce niveau-là pendant 2-3 mois. Je dis ça, c'est parce qu'on a 3 mois de stock stratégique. Et donc, évidemment, s'il y avait un clash autour de Gaza, autour de tout ça, c'est irrationnel. Hein. C'est politique. Mais je pense qu'aujourd'hui, sur le prix des carburants, on a une certaine stabilité. Vous verrez, tous les week-ends, là, il va y avoir des opérations prix coûtant. Non, les distributeurs se lâchent un peu, là. Et se lâchent un peu pour, comme ça, que les consommateurs viennent aussi faire leurs courses chez Leclerc. Oui, je ne sais d'ailleurs pas quel est le pourcentage à l'heure de l'intelligence artificielle et alors qu'on a tous les outils. Je vous avouerai bien humblement, je ne sais pas si vraiment les gens qui viennent acheter les carburants pas chers dans un centre Leclerc rentrent vraiment dans le magasin et en tout cas dans quel pourcentage. Donc il y a la mauvaise nouvelle, les œufs et les lapins de Pâques vont coûter plus cher, mais l'essence coûtera moins cher avec, c'est important, 1,50 € le litre. C'est possible, c'est ce que vous nous dites il y a un instant. Michel Leclerc, je voudrais qu'on parle de la situation économique en France plus largement et notamment du mur du déficit et de la dette. Voilà ce que disait à la mi-journée le ministre de l'économie et des finances. C'était au micro de Guillaume Darret dans BFM Politique. Écoutez. Cet objectif est celui de la trajectoire que nous avons présentée à nos concitoyens et à l'Union européenne, qui nous permet d'arriver sous les 3% en 2029. Ce qui est essentiel parce que... Donc vous maintenez le 4,6 pour 2026 ? Oui, je maintiens le 4,6% pour 2026, qui va demander un effort supplémentaire de 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros d'économies supplémentaires, sans augmentation d'impôts pour les classes moyennes. Il y a la possibilité de maintenir ce qu'on appelle la contribution pour les hauts revenus. C'est possible de faire autant d'économies sans augmenter les impôts? Là, je pose la question au chef d'entreprise, hein, qui a son dépense. Je vais vous faire une réponse très politique. Hein. Il est bon. C'est pas votre genre, ça. Il est bon, non. Il est bon, notre ministre de l'économie, mais j'espère qu'il parle en comptable et pas en politique. Parce que les Français, ils viennent de se taper 4 ans, 5 ans. On leur dit, tu gagnes 2000 balles par mois, il faut que tu travailles plus pour payer ta retraite, il faut que tu travailles plus pour équilibrer les comptes publics. On va vous mettre des taxes. Théoriquement, c'est pour la lutte contre l'obésité. On veut vous mettre des taxes sur les boissons sucrées, tout ça. Je pense qu'il faut arrêter ce discours sur le très stressant, sur le budget, que sur le budget. Le budget, dans une boîte, c'est pas ce qui fonde la politique de développement, c'est pas ce qui rassemble l'ensemble des salariés sur un projet. Et donc, je voudrais inviter... En même temps, Michel Leclerc, quand on a un déficit qui est au-dessus de 5%, une dette qui tangente les 110%, il faut bien faire des économies, il faut bien parler du budget. Benjamin, ça fait 2 mois, là. Vous nous parlez, vous relayez des chiffres comme 500 milliards pour se réarmer, 700 milliards au niveau européen, pour la politique de réindustrialisation. Et là, on vient retaper les Français, d'accord ? Les Français qui ne sont pour rien dans la gestion des comptes publics. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas mieux gérer. Je dis qu'il faut s'attaquer à la dette, il faut que le comptable fasse son boulot, il faut que les managers fassent leur boulot, les managers de la dette et du budget, qu'on fasse des économies. Mais aujourd'hui, il faut rassembler les Français sur un projet. On a un ministre du Plan, c'est bon, il vient d'arriver, qu'on nous donne 2 ou 3 lignes qui justifient qu'on va demander des moyens. Mais là, c'est pas possible. Il faut faire attention. Aujourd'hui, on peut avoir le même phénomène qu'aux États-Unis, un phénomène trumpiste. Si le peuple ne sent pas qu'il y a un projet pour la France et qu'on lui ramène tout le temps les riches, les bourgeois, les patrons, qu'un discours de l'argent, des comptes publics, ça passera pas.
Ça passera pas. Et donc, moi, c'est un petit message de mec de terrain. Je suis que à ma place, j'ai pas le melon. Mais je peux vous dire que dans les magasins, le discours sur il faut de l'argent, ça passe plus, quoi. Est-ce que vous seriez prêt, comme chef d'entreprise, donc pour les magasins Leclerc, comme contribuable, à aider, à être ponctionné davantage pour rééquilibrer les comptes publics? On n'a jamais envie de payer plus d'impôts juste pour boucher des trous, surtout que le seau n'est pas bouché, quoi. Sauf que là, c'est pour faire en sorte de réduire le déficit et la dette. Vous pouvez dire que c'est pour pas un objectif colmater des brèches, mais... C'est pas un objectif en soi. Moi, je trouve que, par exemple, injustice sociale, on me dit il faut payer plus, il faut que cela paye plus, ça fait sens. Politique sociale, politique de revenus. On me dit politique de la santé, il faut investir un plan massif sur l'hôpital. Je comprends. J'aime jamais payer. Je suis comme tout le monde. Mais ça fait sens. On me dit l'éducation nationale, avec l'IA, il faut mettre plus de profs en vrai. Et voilà, l'administration, moins d'administratifs et plus de mecs sur le terrain. Ça fait sens. Mais qu'on nous explique le projet. En tout cas, vous trouvez qu'il y a une forme d'inertie du côté du gouvernement de François Bayrou, d'un discours trop anxiogène qui est celui d'Éric Lombard? Tous les hommes politiques aujourd'hui oublient à qui ils parlent. Et ce qui est important, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce que les gens reçoivent. J'insiste là-dessus. Alors, je suis vendeur, je suis commerçant, je fais ma pub, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais moi, je vois, par exemple, à l'Assemblée nationale, la semaine dernière, Sénat et parlementaires, un groupe de députés, un groupe de sénateurs majoritaires, a voté des lois, par exemple, pour prolonger des dispositifs qui interdisent de faire des promotions sur les couches, des promotions sur les produits d'entretien, sur des produits d'hygiène. Un autre groupe de députés a décidé qu'il fallait que les distributeurs prennent des marges pour éviter la concurrence sur du Coca-Cola, du Tropicana et tout ça, du café, du chocolat, alors que ça flambe. Vous voyez ? Je me dis, moi je fais mon job, mais eux, j'ai l'impression qu'ils n'écoutent pas beaucoup, quoi. C'est amusant, il y a tout juste quelques instants, Michel Leclerc, François-Xavier Bourmeau, journaliste de l'Opinion, publie cet article dont je vous lis le titre. Leclerc, Lindon et Hanouna à l'épreuve du désir d'Élysée. Ouais. Donc d'abord, vous êtes mis dans cette catégorie avec l'acteur Vincent Lindon et l'animateur Cyril Hanouna. Là, il faut dire que vous parlez quasiment comme un futur candidat à l'élection présidentielle. Vous dites, oh là là, mais il n'y a pas assez de projets, on ne dit pas aux Français à quoi sert l'argent, mais allez-y. Donc ça veut dire que ça, c'est un projet pour 2027, non ? Non, j'ai un vrai désir. Un désir d'Élysée ou pas? J'ai un vrai désir de France, j'aime les gens, j'ai envie de voir les gens heureux autour de moi. Je pourrais vous dire, parce que je suis breton, que déjà, ça me plaît d'investir en Bretagne. Non, et puis en France, vous voyez, Leclerc, on va créer 5000 emplois en France cette année. Moi, je me sens utile sur le terrain, mais j'aimerais bien avoir, je crois au primat du politique. Je pense que les patrons n'ont pas à faire la démocratie, la vie politique. On voit bien aux États-Unis ce que ça donne. Mais je voudrais convaincre mes amis politiques, cette nouvelle génération, celle qui a votre âge, de s'intéresser plus et de parler le langage des gens. Et donc, je fais pression. Là-dessus, vous faites de la langue de bois comme les responsables politiques. Je termine juste sur cette question, Michel Leclerc, puisque là encore, dans cet article, on dit que vous arrivez au même niveau que François Hollande. Est-ce que ces sondages-là peuvent vous donner des idées? Est-ce que vous pourriez, à un moment donné, dire, si je me rends compte que j'ai des choses à dire, que je peux servir les Français à l'occasion d'une élection, être candidat? J'ai le même niveau que François Hollande? Ouais. Ah bien, pas mal. Mais je ne sais pas qui commandite ces sondages. Posez-vous cette question. Pourquoi est-ce qu'on balance mon nom comme ça? Ça, c'est encore une façon de ne pas répondre, ça. Oui. Non, j'ai pas de désir d'Élysée, d'accord? Mais j'ai du désir de nourrir positivement la vie politique, la vie sociale. Et donc de jouer un rôle en 2027, quel qu'il soit. Moi, je m'appelle Leclerc. Ça marche bien, mais je suis né dans les pattes des salariés, des premiers salariés de mes parents. C'était un petit magasin. Aujourd'hui, Leclerc, c'est le leader français. J'ai envie de rester utile. J'ai pas envie de m'embourgeoiser. J'ai envie de travailler pour d'autres. Pour aider. Et donc, mes petits discours sur la classe politique, c'est des alertes, c'est pas des leçons. Mais vous y pensez encore en vous rasant, comme vous l'aviez dit il y a quelques mois? Vous rasez pas, manifestement. Non, c'est pour ça que moi, j'y pense pas. Non, j'ai pas de désir d'Élysée. On vous posera la question, puisque parfois, sur ces sujets, les uns et les autres varient. Merci, Michel Leclerc, d'être venu nous voir ce soir.